Bonsoir chers étudiants et bienvenue à cette séance de cours. Alors, nous sommes dans un élément constitutif assez différent. Ici, c'est méthode d'estimation des charges, des coûts et outils de planification pour les troisième années cycle ingénieur génie biomédical. Alors, ce cours est préparé et dispensé par Rodrigue Dipacoldien, à l'occurrence moi-même. Je suis enseignant en sciences de gestion spécialisé en technique quantitative de gestion, à savoir la comptabilité, finance, le marketing et l'économie. Alors, c'est quoi donc le cours de méthode d'estimation des charges, des coûts et outils de planification? Ici, nous sommes un peu dans un type de cours assez hétérogène. Pourquoi? Parce que là, dans ce cours, nous allons manipuler le management, nous allons manipuler la stratégie, nous allons manipuler la gestion budgétaire, nous allons manipuler la gestion de projet, nous allons aussi manipuler les techniques logicielles et en fait, nous allons manipuler les TIC pour la conception des logiciels. C'est un peu ce mélange qui fait ce cours. Alors, lorsqu'on essaie de regarder, le cours est subdivisé en 5 grands chapitres. Le premier chapitre est intitulé méthode d'estimation des charges et des coûts. Le second, c'est outils de planification et d'ordonnancement. On a le PERT et on a le Gantt. On a au chapitre 3, généralité sur la gestion de projet. Au chapitre 4, les différentes phases d'un projet. Et au chapitre 5, guide de gestion de projet, application avec MS Project. Alors, si on commence un peu par une brève introduction du cours. Dans le chapitre 1, on parle de méthode d'estimation des charges et des coûts. Dans ce chapitre, nous allons essayer de savoir ce que c'est que l'estimation d'un projet. Qu'est-ce que l'estimation d'un projet? On va essayer de montrer quoi faire ou ne pas faire pour l'estimation d'un projet. Donc, quelle est la conduite à tenir, quels sont les différents conseils et pratiques dans ce sens-là. Après, nous avons la méthode, les différentes méthodes d'estimation de projet, parce qu'il y a plusieurs méthodes. On n'utilise pas une méthode standard pour estimer un projet. Il y a plusieurs méthodes. Nous allons essayer de montrer ces différentes méthodes, de montrer les différents avantages et les inconvénients. Ensuite, nous avons des recommandations sur les méthodes d'estimation. Après les recommandations, nous avons le suivi d'un projet. Alors, le suivi d'un projet, comment est-ce qu'on suit un projet? Ça, c'est le chapitre 1. Le chapitre 1 nous permet de comprendre ces différentes notions-là. Dans le chapitre 2, on parle des outils de planification et d'ordonnancement. Dans les outils de planification et d'ordonnancement, on a le PERT et on a le Gantt. Alors, nous allons montrer l'historique, comment est-ce que ces outils de planification ont évolué avec le temps. Ensuite, parmi les outils de planification, nous avons choisi le PERT et le Gantt, c'est-à-dire le réseau PERT et le diagramme de Gantt. Mais ce ne sont pas les seuls outils, il y en a plusieurs. Mais nous avons choisi les deux là pour vous montrer comment est-ce que les deux fonctionnent. Parce que si vous maîtrisez par exemple le PERT, ça sera facile pour vous de faire les MPM. Alors, dans le chapitre 3, on parle de la généralité sur la gestion de projet. Lorsqu'on parle de la généralité sur la gestion de projet, ici, nous aurons dans une approche notionnelle définir le projet, donner les caractéristiques du projet. Ensuite, nous allons montrer quelles sont les parties prenantes à un projet. Parce qu'un projet, ça ne se fait pas seul généralement. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des parties prenantes. Puisque dans un projet, chacun a son rôle. Alors, nous allons montrer comment est-ce que ça se passe. Et pour finir, toujours dans ce chapitre sur
les généralités d'un projet, nous allons montrer la typologie des projets. Quels sont les types de projets que nous avons? Alors, le chapitre 4 montre les différentes phases d'un projet. Dans les différentes phases d'un projet, nous allons ressortir l'identification, la définition de la notion de projet, les phases de réalisation de projet, les phases de clôture, la phase de clôture de projet et les différents logiciels de gestion de projet. Le dernier chapitre, donc, c'est le guide de gestion de projet application avec MS Project ou encore Microsoft Project. Dans ce chapitre sera donc quoi? Ça sera le résultat du travail qui a été mené pendant les 4 autres chapitres. Parce que ici, à travers un logiciel, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est le MS Project qui nous a intéressés, à travers ce logiciel, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on conçoit un projet à l'aide d'un outil informatique. Alors, si nous avons déjà compris de manière globale ce que nous allons faire dans ce cours, nous pourrons donc passer au chapitre 1. Parce qu'aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, elle sera consacrée au chapitre 1, c'est-à-dire méthode d'estimation des charges et des coûts. Dans le document, parce que je vais mettre le document sur la plateforme pour que vous fassiez comment, pour que vous puissiez lire le document à l'avance. Il est important que vous lisiez le document à l'avance avant qu'on ne vienne en salle. Voilà. Bon. Lorsque nous faisons ce cours, j'ai expliqué de manière technique pourquoi est-ce que nous faisons ce cours, mais essayons un peu d'avoir une approche simpliste, comme si on n'était pas dans le cours. Vous-même, vous ne vous rendez pas compte que le projet, c'est un peu à l'image de ce que nous vivons tous les jours. Si j'ai pour projet d'obtenir, par exemple, mon diplôme de premier grade en ingénierie, c'est-à-dire au niveau 3, je dois faire quoi? Je dois faire un projet pour l'année. Le projet pour l'année va consister à faire quoi? À repartir les différentes tâches, c'est-à-dire je vais faire le cours de méthode d'estimation, je vais faire le cours on appelle ça comment? J'ai vu vos cours, parmi vos cours, il y a par exemple les cours de e-santé, je vais faire le cours d'économie d'entreprise. Ces différents cours-là, ces cours se passent à des heures précises et se font par des enseignants précis. En fait, ça c'est déjà même un exemple typique pour comprendre la gestion de projet. Alors, si on entre dans le premier chapitre qui est intitulé méthode d'estimation des charges et des coûts. Comment est-ce qu'on estime les charges et les coûts? Pourquoi est-ce qu'on commence par ça? C'est très important avant d'attaquer un projet, avant de se lancer dans un projet. Je dois pouvoir estimer mes charges et mes coûts. Au-delà des charges et des coûts, il y a aussi le temps. Il y a aussi le temps. Pourquoi? Je ne peux pas me lancer dans un projet de manière hasardeuse sans savoir que bon, ce projet va me prendre combien de temps? Est-ce que ça va me prendre un mois? Est-ce que ça va me prendre un an? Est-ce que ça va me prendre 10 ans? Quelles sont les différentes charges? Quels sont les différents coûts? Alors, pour comprendre ça, on va d'abord se poser la question, qu'est-ce que l'estimation d'un projet? L'estimation d'un projet, c'est le chiffrage approximatif du coût de réalisation d'un projet objectif. Le chiffrage approximatif du coût de réalisation d'un projet objectif. Il est approximatif, pourquoi? Parce que ici, nous faisons des prévisions de coûts. Il faut faire des prévisions de coûts, pourquoi? Les prévisions sont rarement égales aux réalisations. Parce que je peux prévoir de dépenser une certaine somme d'argent, mais arriver sur le terrain, ce n'est pas ça. Peut-être le coût des composants a évolué, soit ça a baissé, soit sur le marché, ça a augmenté. J'avais peut-être besoin de la main-d'œuvre d'un certain nombre de personnes, alors que je me rends compte que ceux-là, leur salaire, je ne peux plus payer ce que j'ai eu à prévoir. Parce que
pour une raison ou une autre, je suis obligé d'augmenter les salaires. Vous voyez que j'ai quoi? J'ai juste donné des coûts approximatifs. Mais avec le temps, au niveau de la réalisation, ça peut évoluer. Alors, je vais commencer donc par faire quoi? La budgétisation d'un projet. C'est là où on commence, la budgétisation. Le coût comprend donc les salaires, le matériel, le logiciel, la maintenance, les stages et formations, les charges fixes, à l'occurrence l'électricité, le loyer. Je dois tenir compte de tous les coûts relatifs au projet. Ça veut dire que je ne dois pas engager certaines dépenses et ne pas penser que ça ne fait pas partie du projet. Lorsque je prends le projet que j'ai présenté au départ, c'est-à-dire d'obtenir mon diplôme d'ingénieur là, si c'est que j'utilise la connexion Internet pour ce cours-ci, ça veut dire que ça, c'est une charge relative au projet. Lorsque je paye mon taxi pour me rendre à l'université, au campus, ça, c'est une charge qui entre dans le projet. C'est comme ça qu'on réfléchit dans le sens du projet. Alors, le coût d'un logiciel est fonction de l'effort de développement. Il inclut la spécification, l'analyse, la conception, la programmation, les tests de vérification, de validation et la maintenance. Dans le cours, nous allons évaluer un projet de conception de logiciel. Parce que il nous faut un projet pilote. On ne peut pas commencer, on peut pas travailler au hasard en parlant de tous les projets à la fois. Donc, faisons comme si nous allons concevoir un logiciel. Et en fonction de comment est-ce que je vais vous montrer comment ça se passe sur ce logiciel-là, ça vous permettra donc de faire quoi? D'effectuer de différentes transpositions sur des projets, ça peut être des projets similaires ou même des projets différents de cela. Alors, l'effort ici, très important, l'effort, c'est la quantité de travail nécessaire indépendamment du nombre de personnes qui vont réaliser ce travail. Il s'exprime en nombre de jours, en mois, en année. Ici, c'est une unité de mesure qui tient compte à la fois du facteur travail et du facteur temps. Donc, l'unité de mesure, on a le HM. Alors, exemple, 60 HM peut correspondre à... Regardez un peu comment ça se passe. Ici, nous sommes en train de substituer pour avoir la même quantité de 60 HM. On va substituer les hommes avec le temps. Pour un projet, si j'ai besoin d'une personne, une personne pendant 5 ans. Si je multiplie le nombre de personnes par 5, ça veut dire que j'aurai 5 personnes, je divise aussi le temps par 5, ça fait 1 an. Le même projet donc peut être fait par 5 personnes pendant 1 an. Alors, si je multiplie les 5 par 2, ça veut dire que j'aurai quoi? 10 personnes pendant 6 mois. Et si je multiplie 10 là par 6, j'aurai 60 personnes pendant 1 mois. Alors, dans cette unité de mesure, on est dans une conception où on peut substituer les personnes au temps. Mais cette méthode a aussi des inconvénients. Ne standardisez pas ça dans votre tête. La preuve, est-ce que 2 individus sortis de la même école et ayant le même diplôme peuvent fournir exactement le même travail? Non. La preuve, quand vous partez souvent faire vos demandes d'emploi là, vous êtes sortis de la même école, mais au niveau maintenant des critères, on se rend donc compte qu'il y a un qu'on va prendre et l'autre ne va pas le prendre, alors que vous sortez tous de la même école. On peut même vous prendre, vous deux, on dit qu'on fait un test, on fait un essai. Il y aura un qu'on va choisir après. Pourquoi? Vous ne pouvez pas exercer le même travail avec les mêmes compétences, avec les mêmes qualifications. C'est quasi impossible. Donc, cette méthode-là a des inconvénients, mais de manière, si on reste dans une optique où on est purement estimative, on peut accepter cette méthode-là. Alors, je vais passer.
L'estimation du coût total d'un projet est une étape cruciale à ne pas négliger. La tendance étant la sous-évaluation pour cause d'optimistes, par besoin de gagner un marché ou encore par oubli de prise en compte d'une phase, etc. Alors, il est primordial de connaître quel est le coût total du projet. Lorsque vous voulez déterminer le coût total d'un projet, il ne faut pas oublier les différentes étapes. Il ne faut pas oublier les différentes charges relatives à la réalisation de certaines tâches. Parce que lorsqu'on est trop optimiste, on peut réduire le coût. Peut-être dans un projet, je dois livrer un logiciel à quelqu'un dans peut-être 6 mois. Pour gagner le marché, puisque en venant me voir, il a aussi vu d'autres personnes et il faut qu'il mette sur la balance avant de choisir. On a par exemple le rapport qualité-prix. Il se demande, est-ce que celui-ci peut faire ce bon travail, ce travail-là et à moindre coût? Est-ce qu'il peut bien faire ce travail et à moindre coût? Moi donc, étant pour gagner le marché, je reste donc optimiste en disant que bon, je vais tout faire pour minimiser les coûts afin de gagner ce marché-ci. Je vais me retrouver en train d'accepter le marché. Le marché pourrait coûter pratiquement 30 000. Je me retrouve en train d'accepter 15 000. Mais c'est lorsque je suis en train de réaliser le projet que je vais mettre les mains sur la tête que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai effectué un choix pareil? Pourquoi est-ce que j'ai estimé ça, j'ai estimé le coût du projet aussi bas? Pour ne pas donc tomber dans une situation pareille, il faut tenir compte de chaque charge, de chaque coût, de chaque étape, de la valeur, de la proportion que chaque tâche en termes de coût et en termes de temps, la proportion que chaque tâche a dans le projet. Parce que une tâche qui doit être effectuée est fonction de deux choses, le temps et le coût. Le temps pris par la tâche et le coût de la tâche. C'est important. C'est important de prendre en compte cela. Alors, nous avons donc ce petit tableau qui nous montre ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on estime un projet. Lorsqu'on estime un projet, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est un tableau qui nous, c'est un bon tableau qui permet de conseiller. Alors, je commence par la partie ici. Voilà. Je suis à l'intérieur. À ne pas faire pour estimer le coût. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Première des choses, l'effort correspond au temps disponible pour faire le projet. Si vous mettez dans votre tête que l'effort correspond au temps disponible pour faire le projet, vous allez vous retrouver avec des charges supplémentaires. Illustration. Je dois, comme bientôt nous allons composer les CC, une épreuve de contrôle continu sur table a une durée de 1 heure. Je vous assure que si je prends la même épreuve de 1 heure, j'efface 1 heure, je mets 4 heures. Je vous donne ça. Il y aura des étudiants après 4 heures qui ne vont pas terminer l'épreuve là. Ils ne vont même pas pouvoir finir. Parce que psychologiquement, ils ont dit que ça, c'est une épreuve de 4 heures. Alors que dans la configuration de cette épreuve, quand on regarde le dosage, c'est une épreuve de 1 heure. Sachez que quand on vous donne une épreuve 1 heure, là, le dosage en formation à l'école normale, chez les enseignants, on apprend ça, mesure et évaluation, c'est toute une matière. On fait un dosage de l'épreuve à 1 heure, on calcule. On fait un calcul. Alors, l'effort correspond au temps disponible pour faire le projet. Ce n'est pas bien de dire ça. Parce que l'étudiant qui devait faire 1 heure pour composer le CC, si tu mets le même CC en 4 heures, il va aussi perdre le temps et attendre les 4 heures. Ça veut dire que toi, tu seras en train de perdre. Imaginez un peu en termes de salaire si c'était un travail à effectuer. Alors là, la personne va se retrouver avec un salaire qui est 4 fois ce qu'il devait obtenir pour le même travail. Alors, autre conseil, lorsque vous dites que le coût est juste un peu moins que celui de son concurrent, c'est aussi une erreur. Tu ne sais pas quelles sont les étapes exactes que le concurrent a eu à faire lorsqu'il montait son projet. Ça veut dire que si toi tu viens juste fixer ton coût,
un peu inférieur à celui du concurrent sans savoir quels sont les coûts engagés par le concurrent, ça c'est une erreur. C'est une erreur. Autre erreur à ne pas commettre, lorsque vous dites que le coût correspond au prix maximum que le client est prêt à payer. Si vous considérez le coût du projet en fonction de ce que le client va payer, on a vu ça en économie d'entreprise. Le client est un consommateur qui fait quoi? Qui maximise son utilité lorsqu'il est satisfait. Alors, lui, donc, il a quoi? Il a pour objectif d'atteindre cette satisfaction, mais à moindre coût, parce qu'il est sous contrainte budgétaire. Ça veut dire que la majorité des clients rationnels vont vouloir que le projet soit livré avec un coût relativement bas. Si toi, qui conçois le projet, tu t'attardes seulement sur ça, tu vas te retrouver avec des charges. Parce que les composantes que tu devais acheter à des prix énormes, tu vas même peut-être te retrouver en train d'acheter des composantes de mauvaise qualité, juste parce que tu veux réussir à rentrer dans ton budget. Maintenant, les bons conseils, comment faire une bonne estimation? Une bonne estimation dépend d'abord de la complexité du projet. Rassurez-vous de savoir si votre projet est complexe ou non. La complexité du projet. Après la complexité, allô? Il y a quelqu'un, apparemment quelqu'un vous posait une question. Oui, monsieur Nganzo. Désolé, monsieur. Ok. On va avancer. J'étais à quel niveau là? Nous sommes ici. J'ai dit maintenant les bons conseils lorsqu'on a un projet. J'ai parlé de la complexité du projet. Vous devez savoir si votre projet est facile à réaliser, si la complexité est moyenne ou si le projet est très complexe. Ce sont des facteurs à prendre en considération pour estimer le projet. Alors, la taille du projet, je dois savoir si mon projet est de petite taille, si mon projet est de taille moyenne ou si mon projet est de grande taille. Parce que, en fonction qu'il soit de petite, de moyenne ou de grande taille, ça me permet de savoir comment est-ce que je devrais l'estimer. Comme autre conseil, la facilité de décomposition du problème. Je dois savoir si je peux facilement décomposer mon problème. Et autre élément très très important, l'expérience passée. Est-ce que dans des projets similaires que j'ai eu à effectuer dans le passé, comment est-ce qu'on estimait cela? Quand vous partez souvent au marché acheter certains articles, vous êtes d'accord avec moi que vous avez mis en tête que bon, si je m'en vais acheter la chaussure, si j'ai trop dépensé sur cette tenue, c'est 20 000. Ou bien si j'ai moins dépensé, c'est 10 000. Cette estimation, c'est à cause de votre expérience. Vous aviez eu l'habitude dans le passé d'acheter la chaussure là. C'est la même chose avec le projet. Les différentes composantes, les différentes tâches, si j'avais déjà eu à réaliser un projet similaire, je dois donc tenir compte de l'expérience que j'ai eue pour estimer le projet que j'ai devant moi. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelles sont les méthodes, nous sommes bien ici, les méthodes d'estimation de projet. Quelles sont les différentes méthodes? Il n'existe pas de logiciel universel en matière d'estimation de projet. Il est possible de suivre des modèles algorithmiques, l'avis d'experts, l'estimation par analogie ou adopter des méthodes comme celle de COCOMO, le Constructive Cost Model. Alors, il n'y a pas ça, je vous assure qu'il n'y a pas de logiciel universel. La preuve, si on va sur le marché des projets, même les projets avec l'outil informatique, si vous voulez par exemple réaliser un Gantt, un diagramme de Gantt, on va voir ça dans le chapitre 2 ou 3, je crois le chapitre 2. Lorsque vous allez voir, pour réaliser par exemple un diagramme de Gantt, vous allez proposer comment faire Gantt
projet, il va vous proposer comment faire tel autre logiciel. Tu te vois 5 logiciels. Chaque fois, tu vas regarder l'expérience d'utilisation, tu vas comprendre que chaque logiciel a un peu a ses qualités et quelques défauts. Il n'y a pas un logiciel ultime. C'est de la même façon que pour prendre des décisions, lorsqu'on veut estimer un projet, on n'a pas une seule méthode. On utilise plusieurs méthodes d'estimation de projet. Alors, je vais vous présenter les différentes méthodes que j'ai eu à prendre en compte pendant la conception du cours. Bon, on a la méthode d'estimation. On a les méthodes d'estimation des charges, des coûts, outils de planification. Estimation par analogie, voilà. On commence là. C'est quoi l'estimation par analogie? Bon, j'ai essayé de résumer tout ça de telle sorte qu'on donne le principe de la méthode, on montre les avantages, on montre les inconvénients. Là, ça permet de comprendre facilement. Je commence par l'estimation par analogie. Quel est le principe ici? Allez, au niveau de l'estimation par analogie, le principe, c'est que le coût du projet est calculé en le comparant à d'autres projets similaires dans le même domaine d'application. Le coût du projet est calculé en le comparant à d'autres projets similaires dans le même domaine d'application. Ça veut dire que pour estimer mon projet, qu'est-ce que je fais? L'estimation par analogie. Pour estimer le coût de mon projet, je regarde, je le compare simplement à d'autres projets similaires dans le même domaine d'application. Il faut que ce soit la même chose dans le même domaine. Est-ce que le projet, par exemple, le projet, si on veut peut-être un projet de logiciel dans le domaine médical, toi, tu peux prendre un projet peut-être dans le domaine du génie civil. Tu viens effectuer les comparaisons. Alors que vous n'utilisez pas les mêmes composants, vous n'utilisez pas les mêmes données. Il faudrait que tu prennes un logiciel qui soit dans le même domaine, qui a été réalisé presque dans les mêmes conditions. Là, ça te permet d'avoir un outil de comparaison et là, tu pourras estimer le coût de ton projet. Alors, l'avantage de cette méthode d'estimation, c'est quoi? C'est que l'estimation précise si les données concernant des projets similaires sont disponibles. L'avantage, c'est que si j'ai vraiment les données des autres projets, c'est-à-dire de manière détaillée, je serai tranquille. Là, c'est un avantage. Mais l'inconvénient maintenant, c'est que ça devient impossible si les projets similaires n'étaient pas réalisés. Ça veut dire que si quelqu'un a eu à avoir un projet similaire au mien et qu'il n'a pas eu à réaliser ça, qu'à la fin, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas réaliser. Moi-même, ça va me mettre dos au mur parce que je devais tenir compte de ce qu'il a eu à réaliser pour estimer mon projet. Et là, comme autre inconvénient, il nécessite la maintenance systématique d'une base de données de coûts de projet. Si je dois comparer mon projet à un autre afin de déterminer, afin d'estimer le coût de mon projet, je suis obligé de faire quoi? De chercher le maximum d'informations possibles sur les autres projets et de constituer une base de données. Alors, la deuxième méthode, c'est celle de la meilleure offre ou la méthode du marché. Alors, le principe, c'est que le projet coûte ce que le client est prêt à payer. Ici, on tient compte de ce que le client est prêt à payer. Je vous ai dit là-bas au niveau des conseils, c'est pas très recommandé. C'est pas très recommandé d'appuyer parce que c'est quoi? Pour estimer le coût, si c'est qu'on reste trop dans le sens de ce que le client veut. Mais il faut tenir compte. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas tenir compte. Il faut tenir compte de ce que le client veut. Mais si vous vous cantonnez dans la décision du client, ça va vous mettre vraiment dans des situations très compliquées. Alors, le principe de l'offre de marché, c'est quoi? Le projet coûte ce que le client est prêt à payer. L'avantage, c'est que le contrat sera gagné, puisque le client va accepter. Si c'est que le client me dit, je voudrais le projet à 50 000. Et je lui dis, oui, je peux réaliser ton projet avec les 50 000 que tu vas me donner. Automatiquement, je vais gagner le marché. Mais l'inconvénient, c'est que la probabilité que le client obtienne le logiciel qu'il désire est très faible. Les coûts ne reflètent pas le travail requis.
Parce que lui va dire 50 000, là, je me rends compte que je dois utiliser 100 000 normalement. Si je ne suis pas de bonne foi, je vais me mettre à acheter un matériel qui sera de mauvaise qualité. Si j'estime même encore réellement, je vais me rendre et que je me rende compte que ça ne peut pas donner, je ne vais pas pouvoir lui livrer le projet. Vous voyez que là, le client sera à mal et moi aussi je vais perdre parce que le projet de départ que je voulais réaliser, je vais me retrouver en train de l'abandonner. Alors, on a aussi une autre méthode intéressante qui est le jugement d'expert. Le principe, c'est quoi? C'est que un ou plusieurs experts à la fois dans le domaine d'application et en processus de développement utilisent leur expertise pour faire des prévisions de coûts. Le processus est itéré jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint. Ici, on fait quoi? On fait appel à plusieurs experts dans le domaine. Les gars vont venir nous donner des conseils. Ils vont faire des consultations. Ils vont donner leur avis. Et à la fin, ils vont trouver un compromis. C'est en fonction de ce compromis-là donc que je pourrais estimer le coût de mon projet. Vous voyez que l'avantage de cette méthode, c'est quoi? C'est que les estimations sont précises si les experts ont de l'expérience dans les projets similaires. Mais l'inconvénient, c'est que l'estimation ne sera pas précise s'il y a peu d'expertise. Parce que si les experts arrivent et que ils ne sont pas assez compétents, ils vont me donner des estimations hasardeuses. On va se rendre compte qu'un projet qui devait peut-être coûter 2 millions de francs, eux, ils estiment ça à 4 millions, 5 millions. Ça peut même me décourager alors qu'avec mes 2 millions, je pouvais bien réaliser mon projet. Faute d'estimation. Vous voyez que c'est tellement important, à chaque fois que vous aurez un projet à réaliser, c'est tellement important de savoir estimer le projet. Parce que si vous n'arrivez pas à estimer le coût du projet, vous qu'est-ce que vous êtes en train d'aller où? Quelqu'un qui veut aller à l'école, il ne connaît pas la pension qu'il doit payer. Quel est le coût à payer pour la pension? Il ne connaît pas s'il veut venir, il veut rester seul à côté de l'université. Il ne connaît pas le prix des chambres, quelles sont les modalités pour le loyer. Il ne connaît pas le prix du transport pour aller à l'école et revenir. Mais imaginez un peu qu'il fasse une mauvaise estimation. Arrivé à peut-être même réussir, il s'est battu à payer la pension, il s'est battu même à payer la chambre, il va vivre comment? Juste parce qu'au départ, il avait mal estimé. Alors que s'il faisait une bonne estimation, il pouvait réduire ses coûts, par exemple, en changeant d'école. Il quittait d'une école relativement coûteuse pour une école dont le prix de la pension est moins élevé. Il faut être intelligent dans la manière d'estimer les coûts du projet. Alors, on a plusieurs autres méthodes. On a encore comme méthode d'estimation l'estimation ascendante. Ascendante, ça veut dire qu'on va du haut vers le bas. On va du bas vers le haut. Alors, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est de commencer au niveau le plus bas du logiciel. Je vous ai dit que nous prenons l'exemple toujours de la conception et donc nous sommes dans un projet de conception d'un logiciel. Commencez au niveau le plus bas du logiciel. Estimer le coût de chaque composant individuellement. Ces coûts sont additionnés pour obtenir une estimation du coût global du logiciel. La méthode ascendante, c'est d'aller sur les tâches, c'est-à-dire le détail. Prendre chaque charge, chaque coût individuellement. Après avoir déterminé chaque charge et chaque coût individuellement, vous faites donc la somme. Les cas font sont les projets, ici, là, ce sont des projets, mais ils ne savent pas, ils sont des projets. Imaginez quelqu'un qui peut faire la cuisine. Il vient là, il étale un petit papier, le sel 50, l'oignon 100 francs, la tomate 200, les condiments tels sont, le poisson tels sont. Ça, ce sont les détails. Ça veut dire que il a fait comment? Il a estimé le coût de chaque composant individuellement. Il a estimé le coût de l'oignon individuellement. Il a estimé le coût de la tomate individuellement. À la fin, donc, il pourra calculer pour savoir combien est-ce qu'il va dépenser lorsqu'il ira au marché. Il va seulement faire le prix de l'oignon plus
le prix de la tomate, plus le prix du poisson, plus le prix des autres éléments. Et in fine, il aura le prix global. Ça, c'est une estimation ascendante. L'avantage de cette méthode, c'est quoi? C'est que cette méthode précise si la conception a été effectuée avec suffisamment de détails. Parce que si je peux déjà réussir à donner tous ces détails-là, ça ne sera pas difficile ça sera pas difficile de faire comment? D'oublier. Parce que si tu réussis à donner le détail de chaque composant et son coût, ça ne sera pas difficile. Tu ne pourras pas facilement oublier. Ça, c'est un avantage. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est quoi? C'est la possibilité de sous-estimer les coûts des activités au niveau global du logiciel. On peut avoir l'intégration, la documentation. L'intégration, c'est que si on a l'intégration de nouvelles composantes, on peut les léser. Si je reviens à mon marché, comme dans ma liste, j'ai mis l'oignon et autres, alors que mon menu requiert par exemple de l'ail. Si dans mes composants, lorsque j'ai fait mon listing, je n'ai pas mis l'ail dedans, c'est fini. Puisqu'arrivé au marché, j'ai dit que c'est 1500 par exemple, le petit marché là. Si c'est 1500, il n'y avait pas l'ail dedans. C'est vrai que comme je vais acheter les composants là, obligé, je vais oublier ça. C'est pour ça qu'il y a une autre méthode qui est un peu différente. C'est la méthode descendante. La méthode descendante consiste à faire quoi? Le principe, c'est de partir du niveau global du logiciel jusqu'au niveau fonctionnel. Ça veut dire que je vais estimer d'abord les charges de manière globale avant d'aller un peu plus bas. Ici, si je reste toujours dans le petit exemple du fait d'aller au marché, acheter ces différents condiments, je viens de dire, bon, pour souvent préparer le poisson avec la sauce, il me faut 2000. Je calcule, j'estime qu'il me faut 2000. C'est quand j'arrive maintenant au marché que je dis, bon, dans mes 2000, si j'ai acheté le poisson de 1000 francs, il va rester 1000 francs. Si j'achète peut-être l'oignon et autres. Là, si j'ai oublié, là, je peux bien jouer en disant, au lieu d'acheter la tomate de 100 francs, je vais acheter pour 50 et je vais aussi acheter l'ail de 50. Vous voyez qu'avec cette méthode-là, j'ai résolu le problème de la première méthode. Alors, l'avantage donc de la méthode ascendante, c'est de prendre en compte des coûts globaux comme celui de l'intégration, de la gestion de configuration, de la documentation. Mais il y a aussi un inconvénient. L'inconvénient, c'est la possibilité de sous-estimer le coût d'apporter des solutions à des problèmes techniques de bas niveau. Parce que lorsque je vais prendre en compte d'abord le coût global, il peut encore avoir des derniers coûts un peu relativement qui n'ont presque pas d'importance. Ou dans je vais appeler ça comment, soit la durée, les tâches dans la durée, le coût sont très très faibles. Je peux ne pas tenir compte carrément de ça. On a une autre méthode d'estimation, la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, le principe c'est que le projet utilise toutes les ressources disponibles. Le raisonnement de la loi de Parkinson, c'est que le travail se dilate jusqu'à remplir le temps disponible. Je vais un peu vous expliquer le principe. Dans ce principe, c'est quoi? Si je donne une semaine à un employé pour me ramener un travail, le gars va se battre pendant une semaine, il va me ramener le travail là. Le même travail, dans les mêmes conditions. Si je donne 2 semaines à cet employé pour faire ce travail, il va se battre dans les 2 semaines, il va revenir me donner le travail. Vous voyez que le même travail en une semaine, fait en 2 semaines, peut aussi être fait en une semaine. Parkinson on dit que le travail se dilate jusqu'à se dilater, c'est quoi? C'est de prendre des proportions. Se dilate jusqu'à remplir le temps disponible. Il faut que je trouve le temps optimal, la durée optimale pour effectuer une tâche. Pourquoi optimale? Il ne faudrait pas que je mette une durée trop basse, trop courte, pardon. Parce que si la durée est trop courte, mais le bonhomme qui travaille va se retrouver dans une situation de stress terrible. Puisque tu viens un travail que tu pouvais faire dans une semaine, si je lui disais, bon, le même travail, il dit, bon, tu me fais ça en 3 jours.
le gars peut devenir fou. Alors que c'est un travail qu'il pouvait bien faire en une semaine, normalement. Ou une durée trop longue. Par exemple, les 2 semaines, disons que la durée optimale selon Parkinson, c'est une semaine. Si je donne 3 jours, ça sera trop court. Le gars ne va pas pouvoir respecter les délais. Ou bien même s'il respecte les délais, ça peut même le démotiver parce que même s'il réussit à faire ce travail-là, lorsque tu vas lui donner une autre tâche, il va se demander que mais qu'est-ce qui m'arrive dans cette entreprise-là? Ou si tu lui donnes plutôt 2 semaines, il aura un relâchement. Il va prendre son temps, il sera à son aise et il ne va même pas faire le travail normalement. Puisqu'il a tellement, il a le temps, jusqu'à ce qu'il plus qu'il en faut. Alors c'est un peu ça la loi de Parkinson. Alors l'avantage donc de la loi de Parkinson, c'est pas d'excès dans les dépenses. Parce que si j'ai une durée optimale, je sais que je dépense telle somme pour tel coût. J'estime à tel coût, telle tâche pour telle période. Mais chaque loi a ses avantages et ses inconvénients et la loi de Parkinson ne va pas échapper à ça. L'inconvénient chez Parkinson, c'est que les projets sont souvent non achevés. Les projets sont souvent non achevés. Alors, nous allons aussi entrer dans une autre méthode qui est la modélisation algorithmique. Ici, on va utiliser les algorithmes. Dans la modélisation algorithmique, l'effort de développement, le coût, le temps sont estimés comme une fonction mathématique des attributs du logiciel, du projet et du processus. Ici, nous utilisons donc des méthodes mathématiques pour estimer le coût du projet. J'ai par exemple une formule générale E égale à A plus B facteur de EV puissance C. Avec E qui représente quoi? E représente l'effort en nombre-mois. J'ai à montrer comment ça se peut calculer ça. A, B, C sont des constantes estimées empiriquement. L'estimation empirique d'un événement, c'est quoi? C'est de tenir compte du terrain, c'est de tenir compte des situations réelles, des situations vécues. Dans le domaine des sciences, la méthode empirique, c'est de faire quoi? C'est d'observer ce qui se passe réellement avant de prendre des décisions. De dire que voilà, en fonction de ce qui s'est passé, elle est différente des théories imaginatives que certains font souvent. Ici, l'estimation est en fonction de ce qui se passe sur le terrain, mais dans cette méthode, si on fait quoi? On essaie d'avoir une modélisation algorithmique. Alors, EV, c'est quoi? C'est la variable d'estimation de la taille du projet. On peut avoir le nombre de milliers de lignes de code. J'ai dit que nous sommes dans le sens d'un projet de logiciel. Ou KLOC, nombre de points de fonction, nombre de fichiers, nombre de modules. On a un exemple de modèle algorithmique d'estimation là. On a le Wolfson-Phillips, le Bailey-Basili, le Bowen-Kokomo simple, le Doty-Cyclone. Bon, nous ne sommes pas dans un cours je vais appeler ça comment? Nous ne sommes pas dans un cours là où on doit écrire les codes comme si on était en train nous-mêmes de concevoir réellement le logiciel. Donc, je vous fais juste quoi? Je vous présente juste cela. Ici, dans le cadre de notre cours, on ne va pas entrer dans ces calculs-là. Alors, le modèle Kokomo Constructive Cost Model, lui aussi, il s'appuie uniquement sur la taille estimée du logiciel et sur le type de logiciel à développer. Des familles différentes sont proposées pour 3 types de projets. L'effort, on a les différentes formules. On a les projets organiques, les projets embarqués et les projets semi-détachés. Quand on dit projet organique, c'est quoi? Ce sont les petits projets. On aura une petite équipe, un environnement connu, l'expérience avec ce type d'application. Dans les projets embarqués, on peut avoir des projets complexes, des contraintes sévères imposées par l'environnement. Et dans les projets semi-détachés, on peut avoir l'expérience moyenne et les projets de grande taille. Maintenant, nous avons compris qu'il y a plusieurs méthodes d'estimation des projets. Ça va dépendre de vous. Il y a plusieurs méthodes d'estimation de projets qui sont sur le marché. Quelles sont donc les recommandations lorsqu'on parle de méthode d'estimation? Qu'est-ce que moi je vais vous recommander?
Pour les recommandations, il faut utiliser au moins 2 techniques différentes pour effectuer les estimations. Ça veut dire que si j'ai mon projet, au lieu d'utiliser par exemple seulement la loi de Parkinson, je peux utiliser la loi de Parkinson et la modélisation algorithmique. La loi de Parkinson, dans son estimation, va me permettre d'estimer le projet à un certain coût. Et l'autre va me permettre aussi de l'estimer à un autre coût. Si peut-être Parkinson me dit que le projet c'est 2 500 000 et la modélisation algorithmique me dit que le projet c'est 3 millions. Ça veut donc dire que je suis dans l'intervalle 2 millions 5, 3 millions. Si j'ai peut-être mes 2 700 000, je peux me lancer dans le projet, puisque la loi de Parkinson va me permettre d'avoir une estimation, je vais dire ça plancher, et la modélisation algorithmique va me permettre d'avoir une estimation plafond. Alors, autre recommandation, utiliser les données d'estimation provenant d'au moins 3 sources différentes. Analyser la pertinence du résultat obtenu, réajuster l'estimation en fonction des personnes impliquées et au fur et à mesure de l'état d'avancement du projet. Et pour finir, impliquer les responsables de développement à tous les niveaux. J'aime bien la partie ici, réajuster l'estimation en fonction des personnes impliquées. Le projet est flexible. Les gens qui se lancent souvent dans les projets, du genre, s'il a dit qu'il va acheter le ciment, si peut-être c'est un projet de construction pour la maison, si le gars a dit qu'il va acheter 5 sacs de ciment, quel que soit ce qu'on va lui demander de faire, il n'est pas avec vous. Il est dans ces 5 sacs de ciment. Non. Si tu as estimé à 5 sacs de ciment, alors qu'il y a peut-être certains raccords à faire au niveau des différentes parties au mur, sur les différents murs, tu penses que on va utiliser le mortier avec quoi? Avec seulement le sable. On doit acheter un autre sac peut-être de ciment complémentaire pour pouvoir gérer ces raccords-là. Alors, c'est juste une illustration pour vous faire comprendre que c'est très, très, très important de mettre dans vos têtes que l'estimation que j'ai faite du projet peut évoluer dans le temps. Elles peuvent évoluer dans le temps. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles peuvent évoluer? Parce que l'environnement ne va jamais vous faciliter la tâche. L'environnement ne va jamais vous faciliter la tâche. Vous arrivez, vous lancez un projet de construction, bam, voici il y a les pluies qui commencent. Les pluies, ce ne sont plus les pluies, il y a des vents et autres. Ce ne sont plus les vents et autres. Il y a certains problèmes. En fait, il faut toujours être prêt lorsqu'il s'agit d'estimer un projet. Ça peut changer à tout moment. Ne restez pas cantonné en disant que j'ai estimé mon projet à 2 500 000. Même si on me dit quoi, je n'enlève plus rien. Non. Vous voyez que si on a donc compris les différentes recommandations, nous allons un peu entrer dans ce qu'on appelle le suivi d'un projet. Le suivi d'un projet. Bon, avant qu'on entre dans le suivi d'un projet, on prend un peu 1 ou 2 minutes. S'il y a des petites questions à relever, on prend un peu 1 ou 2 minutes avant de parler du suivi d'un projet. Nous sommes déjà presque à la fin de notre chapitre. Bon, pendant que j'attends les questions, il y a une petite parenthèse. Voilà, pour la parenthèse concerne le cours que nous avons fait en économie d'entreprise. De grâce, j'avais mis sur le mur un document là-bas. J'ai ajouté un deuxième document. Parce que bientôt les CC, je sais qu'il y a certains qui doivent effectuer certaines révisions et autres. Quand vous irez sur le mur, maintenant, il y a 2 documents. Parce que le deuxième document vous permet d'avoir la suite du cours. Et même le cours présent, le document sera aussi mis à votre disposition ce soir. Ça va vous faciliter la tâche. Là, vous allez télécharger la totalité du cours. Ça va nous permettre aussi d'évoluer. Là, vous aurez facilement les questions à poser, puisque vous aurez lu le cours à l'avance. Oui, j'attends 2 ou 3 questions avant qu'on ne parle du suivi
d'un projet. Monsieur, de mon côté, je pense que c'est bien expliqué. Ok, merci bien. Bon, nous allons parler du suivi d'un projet pour clôturer la séance. Parce que j'ai fait le découpage, comme nous avons 5 séances, j'ai fait le découpage aussi de telle sorte qu'on ait un chapitre chaque jour, à chaque séance. Là, on va évoluer comme ça. Bon, le suivi d'un projet, ça c'est important, c'est très important de savoir comment suivre le projet. Qu'est-ce que le suivi d'un projet? Qu'est-ce que le suivi d'un projet? Le suivi d'un projet permet de mesurer précisément l'avancement du projet en comparant le réalisé avec le prévisionnel, de valider les dates jalons et de prendre les bonnes décisions en cas de difficulté, et ce en révisant le planning et les charges. Je vais d'abord m'arrêter là. Le suivi du projet va me permettre de faire quoi? De mesurer précisément l'avancement du projet. Je suis déjà à quelle étape? Est-ce que je suis déjà à mi-parcours, à mi-chemin? Est-ce que je suis déjà à 80% de réalisation? Même les projets de construction, vous voyez, souvent dit, comme les fameux projets de la CAN, on te dit non, le projet est à 60%. Le projet est à 80%. Vous pensez qu'on estime ça comment? C'est parce qu'on effectue un suivi du projet. C'est ça qui permet de savoir à quel pourcentage on se trouve dans la conception, je vais dire dans la réalisation du projet. L'état d'avancement. Alors, il y a aussi quoi? Il y a aussi le fait de réviser les plannings et les charges. Le planning, c'est quoi? J'avais prévu de réaliser une tâche pendant 10 jours. Je suis au 8e jour, je ne suis même pas encore à 30% de la tâche. Je suis dans les situations. Au lieu de rester là à me retrouver avec une migraine, je vais dire, bon, comme c'était 10 jours là, je vais prolonger, je vais me retrouver à 20 jours. Tu révises donc le planning et la tâche passe de 10 jours à 20 jours. C'est la même chose au niveau des charges. Je peux même me retrouver dans une situation où j'avais dit que les charges étaient à hauteur peut-être de 100 000 pour une tâche. Dieu merci, arrivé sur le terrain, on me dit que non, je n'ai besoin de dépenser peut-être que 60 000. Là, je dois gagner. En termes de charge, je serai content parce que la charge que j'avais prévue sur le terrain, je me suis rendu compte que elle est plus faible que ce que j'avais prévu. Alors, au niveau donc de l'étape jalon, une étape jalon, c'est un événement n'ayant aucune durée et qui doit remplir les exigences et les contraintes particulières. Une étape jalon ne peut être franchie que si ces exigences sont remplies. Ici, on essaie de vous faire, comprendre quoi? C'est que l'étape jalon, c'est un événement n'ayant aucune durée, mais c'est obligé. Il faut remplir toutes ces exigences. Vous allez, on va plus comprendre même cette affaire-là quand on sera quand on fait par exemple le réseau Pearl. On te dit que tu ne peux pas, par exemple, commencer une tâche si tu n'as pas encore achevé une autre, quelle que soit la durée. Et sachez que lorsqu'on modélise les différentes tâches, je prends l'exemple quand on va faire le diagramme de Gantt, il y a les tâches où on ne met pas le nombre de jours parce qu'on ne sait vraiment pas combien de jours ça va prendre. On ne sait pas combien de jours ça va prendre. On préfère ne pas estimer exactement le nombre de jours. Alors, quelles sont les sources de déviation possibles d'un projet? Quelles sont les sources de déviation possibles d'un projet? Qu'est-ce qui peut nous amener à quitter la route du chemin qu'on s'est fixé, ou bien des objectifs qui étaient fixés au départ? Parmi les sources les plus fréquentes des déviations d'un projet, nous citons une planification peu réaliste, souvent trop optimiste. Si tu es dans une planification peu réaliste, où tu as estimé le projet tellement à un coût très faible, ça peut déjà te faire dévier de ton projet. Des changements imprévisibles dans le déroulement du projet. On peut avoir les événements extérieurs.
changement dans l'orientation et la direction du projet. Ça peut te dérouter, en fait, ça peut te dévier de ce que tu avais eu à prévoir au départ. Les erreurs dans l'exécution des tâches, entraînant des retards. On peut avoir des erreurs lorsqu'on est en train d'exécuter les différentes tâches. Si c'est que tu commets une erreur, que tu étais à un certain niveau, tu dois faire quoi? Tu dois recommencer à zéro. Imagine-toi que tu devais réaliser une tâche pendant 10 jours. Au 8e jour, tu te rends compte que tu avais, depuis peut-être le 2e jour, tu avais commis une erreur et les calculs que tu étais en train d'effectuer ou bien le chemin que tu étais en train de prendre ne peut pas te permettre de clôturer cette tâche-là. Tu es obligé de faire quoi? De reprendre à zéro. Là, ça te dévie de tes objectifs qui avaient été fixés au préalable. On a les facteurs humains influents sur le rendement de l'équipe de projet. Le style de management non adapté. Parfois, c'est la façon dont tu parles à tes collaborateurs, la façon de mener les hommes. C'est ça qui peut faire en sorte que le projet ne tombe à l'eau. Juste parce que tu as parlé à quelqu'un en lui manquant du respect, ça peut influencer son implication ou sa motivation dans le travail qu'il aura effectué. On peut avoir quoi? On peut avoir des motivations défaillantes, l'absence prolongée d'un collaborateur. Vous avez un bonhomme vous êtes en train de travailler, lui, il a une tâche précise à effectuer. Il est absent le premier jour, tu dis, bon, peut-être il sera là le second jour. Il est encore absent le 2e jour. Ça vous pénalise dans le travail. S'il était un maillon, il était indispensable. Si tu te retrouves en train de vouloir le changer, ça va encore entraîner des coûts. Parce que si tu dois le changer, tu avais peut-être son contrat, parce qu'il faut tenir compte de tout ça. Si tu as un CDD avec lui, il peut te poursuivre en disant que non, le CDD stipule que je dois faire tel temps, tel nombre on appelle ça, je dois passer telle période ici dans l'entreprise. Il va te parler de rupture abusive du contrat de travail ou encore licenciement abusif. Là, ce sont des facteurs qui peuvent changer l'orientation du projet. Alors, quels sont les indicateurs pour le suivi du projet? Quels sont les indicateurs pour le suivi du projet? Le suivi d'un projet s'effectue en étudiant un ensemble d'indicateurs de succès et de suivi. On va commencer par les indicateurs de succès. Les indicateurs de succès reposent sur le nombre d'anomalies identifiées. Si tu es là pendant le projet, tu te rends compte qu'il y a tellement d'anomalies. Tu es peut-être encore à 40% du projet, mais les déviations que tu as effectuées, avec les erreurs peut-être de concentration, on a eu à effectuer un mauvais travail, on a laissé couler. Ce sont des, on appelle ça comment? Ce sont des signes. Ce sont des signes qui te montrent que le projet aura du succès ou bien si vous allez vous retrouver en échec. On a encore notre élément, le nombre d'anomalies résolues à vérifier. S'il y a des anomalies et que vous réussissez à vérifier ces anomalies-là, ça c'est même déjà très grand. Et peut-être même dans le meilleur des cas, vous réussissez à corriger ça. Là, ça nous montre déjà qu'on peut avoir du succès. Parce que si c'est que je relève des anomalies dans le projet et qu'à la suite, je n'arrive même pas à corriger ces anomalies-là, où est-ce que je suis en train d'aller? On a autre élément, le nombre de demandes supplémentaires. Ça, c'est un indicateur de suivi de projet. Alors, autre indicateur, un indicateur de succès. Maintenant, nous sommes dans les indicateurs de suivi du projet. On a le pourcentage de fonctions analysées, le pourcentage de fonctions développées. Pour chaque fonction, on a le pourcentage d'avancement réel, le nombre de questions utilisateurs sans réponse. Ici, c'est comme je vous ai pris le petit exemple des chantiers de la CAN. On regarde le pourcentage à chaque fois. Après 5 semaines de travaux, nous sommes à quel pourcentage de réalisation? Après telle semaine, nous sommes à quel pourcentage de réalisation? Le fait que je sache quel est le pourcentage exact de réalisation, c'est un indicateur primordial de suivi du projet. Parce que ça me permet de savoir si je vais pouvoir réaliser le projet dans les temps. Si je vais accuser un retard. Si je me rends compte que je vais accuser un retard, je dois trouver des astuces pour faire quoi? Pour booster le travail
afin de compenser la perte de temps qu'il y a eu peut-être dans la première phase de réalisation. Ou encore si je suis trop en avance, parce qu'un projet aussi réalisé trop tôt donne l'impression qu'il n'était pas complexe. Là, je peux peut-être baisser un peu le rythme, mais pas trop, baisser juste un peu le rythme. Alors, on va finir dans ce chapitre avec les mesures correctrices possibles. Au niveau technique, nous allons faire quoi? Redéfinir les objectifs du projet avec le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est l'entité porteuse du besoin, définissant l'objectif du projet, son calendrier et le budget consacré à ce projet. Nous allons supprimer ou reporter certaines fonctionnalités dans certains travaux. Ce sont les mesures de correction. On peut encore planifier des lots intermédiaires de travaux. On peut aussi augmenter le nombre de collaborateurs ou leur temps consacré au projet au projet. Bon, ceci devait être un peu plus bas. Au niveau relationnel, il faut motiver le personnel. Les entrepreneurs qui lancent souvent des projets là, je sais que parmi vous, il doit y avoir les entrepreneurs. Lorsque vous êtes dans un projet, donnez l'impression à ceux qui travaillent avec vous que vous êtes effectivement avec eux. Je ne peux pas être dans un projet où, quand je regarde, je suis dans une nouvelle réalisation où je suis vraiment, les choses sont en train de bien se passer, mais je ne motive pas le personnel. Les gars ont toujours des salaires relativement bas. Il faut leur donner des primes. Il faut leur donner, pas tout le temps, mais de temps en temps, il faut donner des primes. Parfois même au niveau de la formation. Vous savez que lorsque vous formez même votre personnel, vous bénéficiez vraiment. Parce que si j'ai un monsieur, un bonhomme qui travaille chez moi, je lui paye un salaire de 300 000 le mois. Alors, je l'envoie pour une formation où il atteint un grade ou une qualification différente de celle de départ. Au lieu de le payer, par exemple, normalement, sa qualification doit lui donner peut-être 700 000 de salaire. Je ne peux pas prendre le même bonhomme, le faire passer de 300 000 à 700 000 comme ça, non. Je vais lui dire, gars, tu vois, je t'ai permis d'avoir cette qualification-ci. Comme on évolue en fonction des activités, ton salaire va peut-être passer de 300 000 à 500 000. Les 200 000 que je ne vais pas lui payer pendant les mois à venir là, c'est un gain pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que lui sera satisfait parce qu'il a atteint, il a changé de grade ou bien il a amélioré son background ou son profil. Donc, il faut souvent tenir compte de ça. Autre motivation au niveau rationnel, on a quoi? Créer un choc psychologique. J'aime bien cette partie. Pourquoi? Vous savez, parfois, le boss ou le chef, il vient vous dire qu'il y a une réunion de crise. La réunion de crise, ce n'est même pas que tout va mal en fait. C'est pour vous booster psychologiquement parce que parfois les employés tombent dans la routine. Et lorsqu'on tombe dans la routine, on ne sait pas si on est en train de bien faire ou on est en train de mal faire. Parce que là, on met dans la tête, on se lève le matin, on arrive, on fait le boulot qu'il y a à faire, on rentre à la maison. On se lève le matin, le lendemain, on arrive, on fait le boulot qu'il y a à faire, on rentre à la maison. Non. La réunion de crise permet de mettre les points sur les i. On a le remaniement des rôles et des responsabilités. Ça, c'est souvent très important. Parce que lorsqu'on fait un petit remaniement des rôles et des responsabilités, ça fait que les personnes qui sont, par exemple, au même niveau hiérarchique, on peut changer les équipes avec lesquelles je travaille. Peut-être je manageais mal ceci, on avait une mauvaise, je manageais peut-être mal l'équipe A, j'avais même de mauvaises relations avec eux. On m'envoie l'équipe B. Ce n'est pas parce que j'étais même peut-être un mauvais manager, c'est juste qu'il y avait quelqu'un qui était dans le groupe, qui peut-être n'avait pas ne voulait pas que je sois là et utilisait certaines astuces, certains stratagèmes pour que le travail soit mal fait. J'arrive maintenant dans l'équipe B, je me rends compte que non, le fil passe. Donc il faut faire ça de temps en temps. Parce que si vous les laissez même trop se familiariser, parce que ça c'est notre conseil, lorsque vous avez les employés même dans une structure ou bien lorsque vous êtes en train de réaliser un projet, si vous les laissez ensemble pendant une très longue période, ils vont se familiariser. Le gars va s'absenter
Il va appeler le boss même, puisqu'il a son numéro, il se connaît déjà bien. Boss, je suis un peu malade là, je vais taper mais une semaine avant de revenir. Toi, quand tu avais dit pourquoi le travail n'avance pas, lui va prendre ça sur lui en disant non, les gars de son équipe, il y a eu certains soucis. Il va couvrir celui-là. Juste pourquoi? Parce qu'ils ont déjà des affinités. Mais lorsque tu vas maintenant faire lorsque tu vas faire le petit remaniement des rôles ou des responsabilités, les gars n'auront plus, ils n'auront plus ils n'auront plus leur repère. Puis ils vont dire, ouais, le nouveau, celui qu'on nous a envoyé ici, là, est-ce que lui, il va nous laisser faire ce qu'on a l'habitude de faire avec l'ancien? Alors, lorsqu'on a essayé de comprendre ce qui s'est passé au niveau de ce premier chapitre, c'est-à-dire les méthodes d'estimation des charges et des coûts, si vous réussissez déjà à bien estimer les charges et les coûts de votre projet, lorsque vous allez donc lancer ce projet-là, vous aurez besoin maintenant des outils. Parce que si j'ai estimé le temps, si j'ai estimé le coût, si j'ai estimé le temps, si j'ai estimé le coût, si j'ai estimé la majorité des paramètres, il va falloir que j'utilise quoi? Il va falloir que j'ai des outils de planification, les outils d'ordonnancement. C'est ça que nous allons faire dans le deuxième chapitre intitulé outils de planification et d'ordonnancement, soit le PERT, le réseau PERT et le diagramme de Gantt. Alors, je vous remercie pour la séance d'aujourd'hui, cette première séance-là. Oui, monsieur Nganzou. Oui, je vous écoute. On dirait que votre micro dérange. Bon, nous avons fini cette séance d'aujourd'hui. Oui, je vous écoute. C'est mon réseau. Ok. C'est le réseau qui Alors, dérange. nous avons... Oui. Bon, comme le réseau dérange, je disais que nous avons fini cette séance-ci. On va mettre le cours, le fichier numérique sur la plateforme. Je vous conseille d'aller télécharger et de lire. Par exemple, on a le chapitre 2, la séance, c'est demain. Si vous partez télécharger, vous lisez déjà le chapitre 2. Lorsque je serai en train de développer, vous aurez au moins des questions parce que vous aurez à lire, vous saurez où est-ce que nous sommes en train d'aller. Alors, je vous remercie pour cette séance-ci. On se voit à la prochaine séance.